Japon 2014, c'est ici que nous avons voyagé pour rencontrer la nouvelle star mondiale du cyclisme sur piste. C'est ici, au pays du soleil levant, que le quadruple champion du monde de sprint est devenu l'ogre, l'homme le plus rapide du monde sur un vélo. Je suis au Japon pour faire la tournée du Keirin. Le Keirin est né au Japon en 1948. Pour moi, c'est un grand honneur d'être invité ici, puisque avant moi, que des champions du monde ou que des grands champions sont venus ici pratiquer le Keirin. Donc la première fois où j'étais invité, c'était le Graal pour moi, puisque le Japon, ce qui se passe ici, on n'entend pas beaucoup parler en Europe. C'est légendaire pour moi, parce que depuis que je suis arrivé en équipe de France, j'en ai toujours entendu parler, mais vraiment des petites infos à droite à gauche, pas beaucoup, puisque les coureurs qui sont venus là, ils gardaient un peu ça pour eux. Donc c'était devenu pour moi quelque chose de légendaire, quelque chose de mythique et de mystique. J'ai été invité la première fois au Japon en 2010, donc c'est sur invitation par la fédération japonaise. En 2010, je n'étais pas encore champion du monde. J'ai été vice-champion du monde du Keirin en 2009. Et c'est à partir de là que j'ai été repéré par les Japonais et qui m'ont invité pour l'année 2010. Mais depuis 2006, entre 2006 et 2010, j'ai tout le temps fait une médaille au championnat du monde, que ce soit en Keirin ou au kilomètre, mais jamais vainqueur. Je suis invité ici, mais tout est à mes frais. Mais malgré tout, il y a des primes de course sur chaque compétition et c'est comme ça que je rembourse d'abord, dans un premier temps, mes frais. Et ensuite, si j'ai tout remboursé avant la dernière course, après, c'est pour ma poche. Ouais. On doit faire 3 mois minimum. On a un minimum dans le contrat. Donc ça commence toujours à peu près mi-avril jusqu'à fin septembre, on peut rester. Donc c'est 3 mois minimum, 6 mois maximum. Ici, on fait 2 courses par mois. Et on est tous logés à la même enseigne. J'ai pas d'entraîneur, j'ai pas de masseur, j'ai pas de mécanicien. Donc, comme j'ai dit, c'est toujours système D. J'essaie toujours de me débrouiller par mes propres moyens, puisque ici, je peux compter que sur moi. Je suis vraiment indépendant et ici, on est vraiment solitaire. Donc, moi, ça me convient, puisque je suis plutôt quelqu'un de très indépendant et puis de solitaire. Donc, ça me va. Je n'ai pas de problème à vivre ici de cette façon-là. Et puis, par exemple, quand j'ai mal aux jambes, je me masse tout seul. Quand je me fais un petit bobo ou quoi que ce soit, tout de suite, j'essaie de me soigner pour pas que ça s'envenime. Pendant 10 ans, du matin au soir, je faisais la même chose, tous les jours de l'année. Donc, venir ici, c'est quelque chose d'atypique. Donc ça me fait beaucoup de bien de voir autre chose, d'avoir une nouvelle culture. Le Japon, c'est tellement dépaysant par rapport à l'Europe. Depuis 1948, année de sa création, le Keirin est un des sports les plus populaires du Japon. 365 jours par an, plus de 2600 pistards s'affrontent sur les 43 vélodromes officiels du pays. Chaque jour, des milliers de fans attendent ces courses ultra rapides, hautement codifiées, où tous les coups sont permis.
Le keirin japonais, c'est 9 coureurs par sprint. On est en travers de la piste, sur la même ligne. On met notre vélo dans une machine qui tient notre roue arrière. On salue le public, on salue la piste, on monte sur notre vélo et ensuite, hop, ça part. Chaque sprinter a sa qualité physique. Sprinter long, sprinter moyen et sprinter court. Donc, il y a des lignes qui se créent pendant la course. De manière générale, c'est 3 équipes de 3. Il y a des ententes entre coureurs et chacun court sur ses qualités. Il y a le droit de pousser, on a le droit d'avoir des contacts avec les autres concurrents sans être disqualifié. Au niveau international, dès que tu touches un concurrent, dès que tu sors de ta ligne, ça y est, c'est fini, tu es disqualifié. À un tour et demi, on entend, il y a un commissaire qui commence à taper sur une grosse cloche énorme, c'est en cuivre, énorme. Et il tape de plus en plus vite comme ça. Ding, 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 bang. Et c'est génial ça, c'est aussi l'esprit japonais. Après voilà, le sprint est lancé. Et c'est là où ça bagarre. Et où moi je croise les doigts pour pas tomber. Parce qu'une des différences fondamentales entre le keirin japonais et le keirin des épreuves internationales, ce sont ça, les contacts. Au Japon, on se rapproche plus de rollerball que d'une course cycliste classique. Et les chutes sont légion. Ici, le keirin, c'est considéré comme un métier, pas comme un sport. Donc, un coureur japonais doit passer 10 mois à l'école. Il apprend à s'entraîner, parce que c'est souvent des gens qui arrivent ils n'ont jamais fait de vélo avant. Donc, ils ont 10 mois pour apprendre à s'entraîner et à progresser. Mais avant d'espérer faire leurs preuves sur la piste, les futurs coureurs de keirin ont l'obligation de suivre une formation quasi militaire. C'est dans cette école, unique au Japon, située à 200 km au sud-ouest de Tokyo, que pendant 10 mois, une cinquantaine d'hommes et de femmes vont devenir des cyclistes respectés, mais aussi des citoyens respectables. Et les étrangers invités, comme François, doivent eux aussi passer par l'école. 6 jours par semaine, le rite est immuable. Un réveil à 6 h du matin, avec l'appel dans la cour, le salut au drapeau, et un réveil musculaire à l'extérieur, quel que soit le temps, été comme hiver. Le tout dans une discipline de fer où le moindre écart est punissable. Ils apprennent aussi de la physio un petit peu, et puis surtout aussi des cours de mécanique, parce qu'il faut savoir se gérer tout seul au niveau mécanique, et aussi les règles d'usage dans les vélodromes, parce qu'il y a beaucoup de règles, les règles sur la piste et en dehors. Quand on arrive à la première année au Japon, on est obligé de passer par l'école, c'est obligatoire, donc 15 jours d'école, c'est en accéléré, donc je fais un petit peu de mécanique, je dois démonter tout mon vélo entièrement et le remonter dans un temps imparti. Chaque main doit être posée à un endroit bien spécifique pour démonter chaque pièce. Donc pour moi, ça me semble too much, tout simplement. Ça me semble trop. Mais bon, c'est la discipline japonaise. Et puis ils ont besoin de ça aussi ici. C'est dans leurs règles. En plus de tous les cours théoriques, les étudiants doivent faire face au fameux mur. Cette impressionnante côte, située dans la forêt qui jouxte l'école, fait près de 300 mètres, à près de 30% de dénivelé. Avec leur vélo de piste, à pignon fixe et au développement incroyable, ils doivent monter cette bosse plusieurs fois par semaine. Un moyen, disent-ils, de gagner de la force et surtout de ne jamais abdiquer. Dans les derniers mètres, certains mettent quasiment pied à terre.
Après la pause, nous allons suivre pas à pas notre champion du monde pendant les 4 jours du tournoi d'Omiya, dans la banlieue de Tokyo. Pendant les 5 mois que dure sa saison au Japon, François Pervis voyage en permanence à travers le pays pour faire des tournois. Les voyages peuvent durer des heures, avec des correspondances à n'en plus finir. Certains jours, il peut même prendre 4 ou 5 Shinkansen, le fameux TGV local, dans une même journée. Il part toujours la veille de la première course et en costume cravate. C'est obligatoire. Quand je pars de chez moi, le jour, le Zenken Day, pour aller en compétition, on appelle ça le Zenken Day. Quand j'arrive à la piste, première chose à faire, je prends une feuille, je marque mon nom, mon numéro, parce que j'ai un numéro de coureur. Je dis si je cours avec des couvre-chaussures et si je mets des lunettes de soleil. Je sais pas pourquoi c'est comme ça, c'est pour... je pense que c'est pour les parieurs qui sont un peu fétichistes ou qui sont un peu croyants de certaines choses. Ensuite, une enveloppe, je mets mon téléphone portable dedans, je mets mon numéro dessus et je donne tout à la personne qui est derrière son comptoir, en gros un commissaire. Et ça y est, là je suis coupé du monde. J'ai le droit quand même à un lecteur DVD portable, par contre, il faut ni Bluetooth ni Wi-Fi dessus. Même les casques audio Bluetooth, c'est interdit. Parce qu'ils se blindent, ils se protègent un maximum pour pas qu'il y ait des magouilles, pour que les paris soient le plus droit possible et pour pas qu'il y ait de problème. Donc moi, si on me trouve avec quelque chose avec lequel je pourrais avoir une communication avec l'extérieur, là, mon contrat est déchiré, je rentre en France. C'est pas je suis désolé, je ne referai plus, promis. Non, c'est fini, je rentre en France. Et je ne revois plus jamais le Japon de ma vie. C'est comme ça. Ensuite, je me change, je me mets à l'aise. Je vais chercher mon vélo qui a été envoyé d'un vélodrome à un autre. J'envoie mon vélo de piste d'une course à une autre dans une grosse boîte. Donc je cherche ma boîte, je l'ouvre, je monte mon vélo. Qu'ils soient champions du monde ou simples anonymes, tous les coureurs sont sujets aux mêmes règles. Quand ils arrivent au vélodrome, ils ont l'obligation de remonter seuls et intégralement leur vélo. Et à la fin du tournoi, 3 jours plus tard, avant de repartir, ils doivent le redémonter. Et là, je commence à faire la queue, parce que tout le monde fait ça, ça s'appelle checking bike. On check le vélo. Il est regardé partout, toutes les vis sont testées, les boyaux, on regarde s'il n'y a pas une petite éraflure sur le côté pour pas qu'elle explose. Tout est comme ça. On regarde le cadre, ils ont des gants, donc, et puis ils passent leurs mains partout sur le cadre. Et dès que ça accroche quelque part, c'est que le cadre, il y a eu un éclat ou quelque chose comme ça. Donc c'est pas validé. Donc bon, là on a toujours un petit peu la flip qu'il y ait quelque chose, parce que ça fait toujours du matériel à racheter, donc si on peut éviter, c'est mieux. Donc on fait la queue, le vélo il passe dans les mains des commissaires, des mécaniciens, et donc après, confirmation du vélo, ok. Là commencent les interviews, donc on a tous les journalistes qui viennent me voir. Ils me demandent ta condition physique, ton braquet c'est quoi, pourquoi tu viens là, c'est quoi tes objectifs, donc forcément, toujours pareil, oui je suis en bonne condition, mon braquet c'est ça, et je viens ici pour gagner. Et puis ensuite, une fois que tout ça c'est fait, on va prendre nos quartiers dans l'internat en fait, parce qu'on dort dans la piste. On dort dans la piste, les 99 coureurs. Pendant 4 jours, les 99 concurrents du tournoi dorment ensemble dans ces immenses dortoirs, sans aucune autorisation de sortie, afin d'éviter tout contact avec les parieurs. Dans le passé, des scandales de paris truqués ont éclaté. La fédération de keirin a donc pris des mesures draconiennes afin d'éviter que cela ne se reproduise. Puisqu'il n'y a pas le droit d'avoir de communication avec l'extérieur, dans certains vélodromes, les fenêtres, elles sont floutées, elles sont opaques. Pour pas faire des gestes avec quelqu'un de l'extérieur,
Certains vélodromes, il n'y a même pas du tout de poignée. On ne peut pas ouvrir la fenêtre. C'est-à-dire que s'il y a le feu, bah... partout, mais pas par la fenêtre. C'est ça, ici, le keirin au Japon, c'est un peu comme en Europe, les courses PMU avec les chevaux. Les gens parient sur nous, et ils gagnent de l'argent, ou ils en perdent, c'est le jeu. Hein. Et donc, nous, on est comme les chevaux, hein, tout pareil. Donc par contre, nous, on peut pas, on n'a vraiment pas le droit de communiquer avec les parieurs. L'objectif de la création de Keirin en 1948 était de contribuer à la reconstruction du pays au sortir de la Seconde Guerre mondiale. Dès le départ, les paris ont été autorisés pour permettre de lever des fonds afin d'aider les organisations médicales ou culturelles. Même si les recettes sont en baisse depuis quelques années, cette redistribution existe toujours. Moi, quand je suis sur la piste, je n'ai pas le droit de regarder dans les tribunes. Quand je gagne ma course, je n'ai pas le droit de lever la main comme ça parce que je suis content. Une fois, j'ai levé la main, j'étais ouais et tout, j'étais super content, j'ai gagné. Et je me suis fait convoquer dans le bureau des commissaires. Pourquoi t'as levé la main? Tu sais que t'as pas le droit de lever la main. Je sais pas, j'ai gagné, je suis super content. Je suis au Japon, le keirin c'est très très dur de gagner, je gagne pas tout le temps, c'est super dur, donc j'étais content. Et puis c'était pour aussi remercier tous les parieurs qui criaient mon nom et tout, donc désolé quoi, désolé. Ouais mais non, parce que tu peux donner un code, c'est un signe, si tu lèves la main droite c'est peut-être pas, c'est un différent code de la main gauche, si tu fais comme ça, ou ça peut être différent, tu peux lancer un code à quelqu'un qui est dans la tribune. Donc, et il peut magouiller pour le lendemain. Désolé, je n'en ferai plus, désolé. Donc, les 2 mains obligatoires sur le guidon, et je ne dois pas regarder dans le public. Pendant un tournoi, les coureurs vont faire 3 courses. Une série le premier jour, une demi-finale le deuxième jour, et enfin une finale. Il y a donc un enjeu sur chacune des courses. Et la saison des coureurs peut très bien se terminer à tout moment à cause d'une chute entraînant une blessure sérieuse. Ainsi, dans la chambre d'appel, on ressent une tension incommensurable. La concentration des athlètes est à son maximum. Pendant le tournoi d'Omiya que nous avons suivi, François Pervis a remporté facilement sa série. Et c'est en maillot noir, sous la pluie, que le Français a gagné sa demi-finale, en champion, en prenant la course en main dès le départ, reléguant ses adversaires à plusieurs longueurs. Et même si le champion du monde écœure ses adversaires les uns après les autres, il n'échappe pas à la tradition qui veut que le vainqueur de chaque course offre une bouteille d'eau à ses concurrents. Avant chaque course, un tirage au sort détermine la couleur de la casaque des 9 coureurs. C'est donc en casaque orange, toque orange, que François Pervis va courir sa finale.
Ils savent qu'on est très fort physiquement et on est vraiment l'homme à abattre. Donc ils attendent qu'une chose, c'est que je bouge. Donc généralement, je suis dans les dernières positions, ce qui se passe entre eux. Ils me mettent en dernière position et puis j'ai 7 ou 8 gars qui sont en train de me regarder. Donc dès que je bouge, ah, Gajin, Gajin Gajin, ça veut dire étranger en japonais. Et puis ça y est, bam, ils se lancent. Et puis moi, quand je commence à doubler, bam, première vague. Le coureur, je l'ai doublé. Je sais que l'autre là-bas, là, que je vais commencer, j'arrive sur lui. Il se retourne, il m'a vu arriver. Alors là, je commence à m'écarter un petit peu. Je prends une distance de sécurité parce que je sais qu'il va venir me voir. 2番パーキンスを抑えていってジャンの3コーナー9番黒川重隆4車と長いラインを生かして前の方に上がってまいりました。それを外側から追っていきます2番のパーキンス3番吉本拓司は包まれる体勢となりました。集団並走状態残り1周風を切る9番黒川です。1コーナーから1センターペースでかけて2番パーキンスの動きを見ている9番車黒川スピードを徐々に上げていく2番パーキンスはロングまくりで Et à 200 mètres de la ligne d'arrivée, je prends mon petit espace pour bénéficier de l'aspiration. Je mets les gaz et puis je passe tout le monde en injection. Des fois, je suis en 3e épaisseur dans le virage. Et puis des fois, je me prends des vagues, hein, forcément. 2番パーキンス先頭7番ピリビス内側から6番篠塚浩一が切り替えていった2番パーキンスの番手をさばいていく6番車篠塚直線2番パーキンス7番ピリビス強力ダッシュ7番ペレビス最後の直線突き抜きました。 Fidèle à sa réputation d'ogre des pistes, le Français a remporté le tournoi d'Omiya. Sur l'ensemble de sa saison 2014, il a gagné 17 sprints sur les 21 qu'il a disputés, ramenant 4 coupes de tournoi dans son escarcelle. Depuis ses débuts japonais, la moyenne est impressionnante. Monsieur Pervis a disputé 100 sprints pour 62 victoires. Après une courte pause, nous allons essayer de comprendre comment le samouraï français est devenu le champion qu'il est aujourd'hui. Écarté de la sélection française pour les Jeux de Londres à la dernière minute, François Pervis a mis du temps à digérer cette déception. Mais depuis février 2014, il est le nouvel homme fort de la piste mondiale. Lors des derniers championnats du monde à Cali, le Mayennais a fait mieux que la légende, Sir Chris Hoy. Il est devenu le premier homme de l'histoire à remporter les 3 médailles d'or sur les 3 épreuves de sprint. Selon ses dires, ses 4 voyages au Japon ne sont pas étrangers à ses succès tardifs. Quand je rentre en France, j'ai vraiment l'impression d'avoir progressé malgré tout, puisque en fait ici, la grosse différence par rapport au niveau international, c'est que je m'entraîne toujours sur des pistes découvertes, donc toujours avec du vent, sur des pistes en béton, avec un vélo en acier, comme celui-là. Donc tout pour ne pas avoir de rendement, du vent, du béton, un vélo en acier. Alors que d'habitude, c'est pistes couvertes, en bois, chauffées, avec un vélo tout en carbone. Et donc, quand je reviens au niveau international avec des conditions qui sont à l'opposé, des conditions très favorables, bah, je me sens très fort. Ça fait une grosse différence et j'ai l'impression d'avoir pris de la force dans mes jambes incroyable. Si François Pervis a progressé physiquement, c'est aussi et surtout mentalement que le Japon l'a aidé à devenir le champion qu'il est devenu à l'heure actuelle. Je m'imprègne de leur culture et je m'imprègne aussi de leur dignité et de leur humilité. Parce qu'avec tout ce qui leur est arrivé ces 50 dernières années, et c'est pas fini malheureusement pour eux, et ils se plaignent jamais, ils sont dignes, ils sont droits dans leurs bottes. J'en ai jamais entendu un se plaindre sur ce qui s'est passé, Fukushima. Je suis venu en 2010 ici, avant Fukushima. J'ai vu un pays, j'ai découvert un pays. En 2011, j'ai pas pu venir à cause de Fukushima. Je suis revenu ici en 2012. Et j'ai vu les mentalités un peu changer, mais j'ai jamais vu quelqu'un se plaindre. Jamais. En 2010, j'ai rencontré quelqu'un, un ami, un coureur japonais, et lui, il habitait à Fukushima. Et il a déménagé ici, pas loin où j'habite maintenant, et je l'ai jamais entendu se plaindre. Il a changé de vie, complètement. Sa maison, elle est en suspens.
Elle est, je sais pas, il habite à quelques kilomètres de Fukushima. Il est parti en trombe. Il n'a pas pu prendre ses affaires, ses photos de famille. Il n'a pas pu prendre tout. Il a tout laissé là-bas. Là-bas, c'est en suspens. C'est mort. Et moi, ça, je m'en suis imprégné. Parce qu'en fait, compte, moi, mon problème au niveau international, chez moi, je trouvais toujours des excuses quand je perdais. Pendant 7 ou 8 ans, j'ai toujours fait 2e ou 3e au championnat du monde, sans jamais gagner. Et je me trouvais toujours une excuse. Oui, mais, parce que... Et en revenant de mon séjour de 2012, je me suis dit, arrête. Arrête avec les oui, mais. Plus jamais de oui, mais. Si t'as pas gagné, c'est parce que t'étais pas le plus fort. Sois le plus fort. Et voilà, et j'ai vu mon sport vraiment différemment. Et maintenant, quand j'arrive à une course internationale, je me dis, mais fais-toi plaisir. Il n'y a que comme ça que tu te livres à 100%. Et c'est vraiment ça qui vraiment a fait la différence, au niveau international et qui m'a fait passer de la 2e place à la 1re. J'ai mis 12 ans avant de l'avoir. Mais bon, c'est une vraie fierté, parce que 12 ans, je me suis cassé les 2 clavicules, je me suis cassé le dos, j'ai été plâtré 3 ou 4 fois de la hanche au cou, pendant 2 mois à chaque fois. Mais je me suis dit, faut pas que tu lâches, ça va payer un jour, c'est obligé, ça va payer. Faut que tu vas continuer à progresser, tu vas continuer à prendre de la force, à prendre de la caisse. Et j'avais toujours ce maillot qui me tournait autour, parce qu'en France, tous les ans, il y a des champions du monde. Malheureusement, ça tombait pas sur moi. Mais voilà, après mon passage au Japon, physiquement, ça m'a vraiment aidé énormément. Et mentalement, ça m'a vraiment métamorphosé. Et j'ai vu l'événement des championnats du monde, je me suis dit, vas-y, t'as plus rien à perdre. Ouais, ce maillot, on va dire que c'est une étape. C'est une étape dans ma carrière, c'est pas une fin en soi, pas du tout. Même mon triplé, même mes records du monde, c'est des très belles lignes dans mon palmarès. Mais le Graal, c'est vraiment la médaille d'or aux Jeux Olympiques. Et je précise, la médaille d'or. Le rendez-vous est donc pris pour les prochains Jeux Olympiques de Rio dans 2 ans. Mais avant cela, le recordman du monde du kilomètre et du 200 mètres devra défendre ses 3 couleurs mondiales en février prochain, lors des mondiaux qui auront lieu dans sa seconde maison, la France. I'm alone in a box of stone. When all is said and done, as the wind blows to the east.